pas mon cœur qui balance, mais tu vois, tout ça, ce sont des médicaments pour le ventre, avec et sans ordonnance. 800. Quoi? Il existe plus de 800 références de médicaments pour le ventre en France. Bah, c'est pas étonnant. Regarde. C'est juste des échantillons. Écoute juste le nombre de symptômes qui sont décrits. Douleur abdominale, constipation. Plus de 130 références rien que pour les remontées acides, sans compter tous les compléments alimentaires qui sont de plus en plus nombreux. 40% des Français souffrent de ventre depuis plus de 10 ans. Mais Tu c'est te rends normal. compte? C'est normal parce que quand on a mal au ventre, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on attend, on se dit que ça va passer, tout le monde a un jour mal au ventre et puis on prend quelques médicaments pour soulager et puis c'est tout. Et il y a des répercussions économiques, bien évidemment. L'absentéisme, les arrêts maladie, tout ça. C'est pas étonnant parce qu'on traite les symptômes mais on va pas chercher la cause. Et tu sais, on parle beaucoup aujourd'hui de ce qu'on appelle le microbiote. C'est la flore intestinale avec ses milliards de bactéries dans le tube digestif. Et la question est simple, est-ce que finalement c'est pas un déséquilibre de ce microbiote qui entraînerait des problèmes psychiques et des problèmes physiques? En tout cas, on va mener une enquête parce que la question c'est, est-ce que tout ne partirait pas de notre ventre? Le microbiote, c'est peut-être lui qui dirige surtout le cerveau plutôt que le contraire. Au bout de 3 jours en fait, de changement de régime, il s'est passé un phénomène assez extraordinaire. C'est qu'il ne parlait pas et il s'est mis à parler. Ce jour-là, quand j'ai commencé à parler à l'école, je m'en souviens très très bien. C'était la seule chose qui pouvait me sauver. Leur vie a basculé grâce aux connaissances sur le microbiote. Une alimentation inflammatoire comme l'alimentation majoritaire en France, ça augmente de 33% le risque de dépression. Comment notre alimentation influence-t-elle notre ventre et notre santé? Parce que normalement, une blanquette de veau, la béchamel est un peu onctueuse. Je suis à bout. Le corps peut tenir, je suis étonnée de ça. Et vous allez me dire si je suis sain ou pas. On a quelques éléments de réponse. Vous avez l'air inquiet. Comment privilégier les aliments bénéfiques pour notre microbiote en évitant les pièges de la grande distribution? C'est du nitrite de sodium. Là, j'ai assez pour tuer 50 personnes là-dedans. Ah, carrément. C'est une véritable arnaque. On peut le penser. Quelle maladie peut-on ou pense-t-on pouvoir un jour soigner grâce au microbiote? Les maladies inflammatoires, le surpoids, l'obésité, le diabète, Parkinson ou Alzheimer, la schizophrénie, l'autisme. Est-ce que ce traitement avec le microbiote vous permet d'augmenter les chances de guérir du cancer? Il y a obligatoirement une contribution à l'efficacité. Adriana et Michel nous emmènent dans une enquête passionnante. La révolution du microbiote, c'est maintenant. On commence tout de suite avec une expérience. Adriana et Michel vont servir de cobayes pour comprendre quels sont les effets de l'alimentation sur notre microbiote, ces milliards de bactéries que nous avons dans notre ventre. En médecine, il faut des preuves. Impératif de prouver ce qu'on avance. Et pour ça, il y a juste 2 moyens. Un, il faut qu'on fasse une expérience d'un côté, quelqu'un qui jeûne, pour pouvoir voir s'il y a un impact sur le microbiote. Et de l'autre côté, quelqu'un qui change complètement son alimentation, qui va manger des produits transformés, pour voir si là aussi, il y a des répercussions sur le microbiote. Tu parles de toi et moi, évidemment. Je parle de nous deux, oui, évidemment. Oui. Et je vois à peu près lequel va faire quoi. Ça veut dire, toi, tu vas acheter de la nourriture industrielle dans le supermarché. Tu vas la manger pendant 1 semaine. Le moins de temps possible, oui. Oui. Ouais. Et moi, je ne veux pas manger. On va enfin savoir ce qui se passe dans ton petit intérieur, effectivement. Yes. Bonjour. 500 grammes de... En temps normal, Michel prend soin de son alimentation. Ça, c'est bon pour midi. Et pour... Il fait attention à ce qu'il achète et où il l'achète. Merci, bonne journée. Pour preuve, il nous emmène sur son terrain de jeu alimentaire préféré. C'est de la clémentine, là, c'est un mélange orange-clémentine. Je vais essayer. Partout où je me promène, je vais au marché. Vous me donnez 5. C'est la base de la vie, la base de la consommation, la base de l'alimentation. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre Il y a une quête du manger bon. C'est pas la saison de la mâche. 8 poireaux. 1 kilo de carottes. Attends, je regarde un truc desséché. Le plaisir de faire la cuisine, ça a été transmis par mes parents. Il y avait beaucoup moins de produits tout préparés, des produits industriels disponibles. Et puis, j'ai toujours pensé que faire moi-même les plats, c'était meilleur pour la santé. Voilà, simplement parce que je sais que je mets pas d'édulcorants, je mets pas tout un tas de choses qu'on peut trouver dans les produits tout faits. Et je trouve que quand on a quelque chose de beau, on se dit que ça doit être bon.
J'aime bien cette expression, l'a priori gustatif. Et donc l'idée, c'est de tester sur moi-même si en changeant mon alimentation, je vais avoir aussi un changement du microbiote. Et si ce changement de microbiote est avéré, quelles conséquences il a sur mon bien-être, sur mon tube digestif, sur ma santé. Bref, je vais servir de cobaye pour la bonne cause. Voilà, pour aller au bout de l'expérience, il faut que je fasse des prélèvements, vous imaginez de quoi, pour pouvoir analyser mon microbiote. Je monte, c'est tout, je chie pas dedans tout de suite. Je vais faire ça 3 fois, une fois au début, une fois au milieu et puis une fois à la fin de cette expérience. Vous voulez les détails? Je suis sûr que oui. Nous disposons donc d'une splendide bâche à poser sur la lunette des toilettes de façon à recueillir les sels. Nous avons dans ce flacon une petite spatule pour prélever un peu de substance que nous plongerons dans une solution de trempage. Et voilà, c'est là. Il n'y a plus qu'à le mettre dans une enveloppe et l'envoyer au laboratoire. Et j'aurai les résultats de mon microbiote. On m'a fourni une liste de produits industriels très communs, faciles à trouver au supermarché. Un lieu fréquenté par 42% des Français au moins une fois par semaine. Et c'est parti pour 7 jours de nourriture industrielle. Je ne sais pas si je vous ai remercié, mais merci encore. En attendant, Adriana, de son côté, arrive en Allemagne, dans une clinique spécialisée pour faire son jeûne. Bonjour. 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 Bienvenue. C'est gentil plaisir de vous accueillir ici. Merci, moi aussi je suis ravie. Je me prépare psychologiquement. Je vais pleurer. Non. Oh, peut-être de joie, qui sait. Le docteur Françoise Villelmy de Toledo est la directrice scientifique et médicale. Elle fait partie de ces 4 générations qui ont dirigé à tour de rôle cette clinique depuis 70 ans. Avec ses équipes, elle a publié une vingtaine d'études scientifiques, dont la plus grande jamais réalisée à ce jour sur l'effet du jeûne thérapeutique, notamment sur la cirrhose du foie. L'une des plus récentes publications concerne les impacts du jeûne sur le microbiote. Le jeûne, c'est pas juste ne pas manger. C'est enclencher un nouveau programme. Et aujourd'hui, on a quand même toute une possibilité de démontrer scientifiquement comment peuvent se produire des guérisons ou des améliorations en tout cas. Ici, tout est très encadré grâce à une 50aine de collaborateurs de soins et 11 médecins. Ces analyses permettent de savoir si l'organisme d'Adriana est en mesure de suivre un jeûne. Si on est trop maigre ou affaibli, ce n'est pas possible. Est-ce que vous prenez des médicaments particuliers? Non. Si on suit un traitement, les dosages sont ajustés car le jeûne peut en amplifier les effets. Le pouls est très bien, régulier, au top. C'est allumé. En période de jeûne, il faut s'attendre à perdre 200 à 300 grammes par jour pour une femme et environ 500 grammes pour un homme. Je suis venue ici juste de ne pas manger et je risque un truc, je risque quelque chose. C'est quoi les effets négatifs du jeûne? Potentiellement, c'est des maux de tête, c'est la fatigue. Mais avec une bonne préparation avant le jeûne, c'est plutôt rare que ça se manifeste. Donc si je réduis les protéines animales, le café, le thé, le sucre, le jeûne se passe beaucoup plus facilement. Ah, c'est ici où on ne mange pas. Ici, on mange. On mange très peu. La préparation au jeûne est importante. Pour habituer doucement les intestins à la privation, les repas de cette première journée seront exclusivement composés de fruits frais. C'est magnifique, attends. Mais demain, ça va être pas pareil, je sens. Demain, c'est pas la même chose, c'est le début du jeûne. Et ça va changer, ça va être le jour de transformation. D'accord. Aujourd'hui, il faut vraiment que je profite. Comment je me sens? Je suis un peu stressée parce que j'ai déjà faim. Et je me dis, mais comment ça se gère? J'ai déjà faim. À peine j'arrive, j'ai faim. Donc c'est compliqué, là. Bon, voilà, sur cette table, il me faut choisir parmi tous ces plats, celui que je vais manger avec bonheur, délectation et plaisir. Voilà. La jolie soupe, merci. Je vais le manger doucement, car il y a très peu. C'est une petite soupe liquide, il n'y a pas de sel. Mais ça cale quand même un tout petit peu, ça rassure un peu. Mais franchement, s'il n'y avait pas, je pourrais m'en passer facile.
Donc je vais goûter ces quenelles. Hein? Voilà. Ce soir, regardez bien la taille de mon repas. Ça, c'est une tasse de café. C'est complètement supportable. D'habitude, les croque-monsieur, je peux m'en enfiler 3 de suite. Je suis pas nerveuse, ni stressée, ni rien. Là, je cale. Parce que j'ai un croque-monsieur et demi collé au palais. Mais je vais la manger. Je vais la finir. Je pense que je vais lécher la tasse. Pour ce qui est du reste de ma semaine gastronomique, elle ne m'a pas déçu. Œufs de poule élevés au sol. Ce qui signifie probablement qu'il y a des œufs de poule, il y a des poules qui sont élevées dans l'espace. Voilà mon déjeuner. C'est une petite soupe en chou-fleur, je crois, un chou-fleur, un peu de pommes de terre. Mais ce qu'elle a, c'est vraiment peu. Ce qui est incroyable, j'ai pas du tout faim. C'est hallucinant parce que je suis très gourmande et je me suis dit que ça va être horrible. Et ben non, j'ai même pas des idées ou des rêves sur la nourriture parce que ça m'arrive aussi si j'ai trop faim dans la vie normalement. Et là rien. Ça a l'air croustillant. Voilà la pizza classique. Ah, chocolat. Ils m'ont diminué la ration, je pense. Je sais pas pourquoi. Alors, comment dire? Normalement, une blanquette de veau, béchamel est un peu onctueuse. Là, on est plutôt dans de la soupe. Voilà, c'est terminé. Adriana a perdu 2 kilos, elle est en forme, elle n'a toujours pas faim. Et à la clinique, on célèbre la fin de son jeûne. Comme elle est jolie. Félicitations. Merci. Ça, c'est pour moi qu'elle a faim de souffrance. C'est ça. Je vais pas bien. Je vais manger ça ce soir. Mais je suis à bout. Merci. T'as fini? J'ai fini et aujourd'hui, j'ai mangé. J'ai mangé une soupe. Une soupe de quelle couleur? Parce que la dernière fois, tu me dis... Non, c'était une vraie soupe, c'est-à-dire il y avait des petites particules un peu consistantes. Et c'était un moment incroyable. Il va falloir que tu reprennes progressivement ou tu peux aller... Non, mais les aliments, ils m'ont donné une liste. Qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois pas manger, surtout, pendant une période de 2 à 3 semaines quand même. Et surtout maintenant, je suis curieuse de savoir, est-ce que mon microbiote a changé? Est-ce que ça donnait quelque chose? Mais toi, tu risques d'être déçu peut-être, non? C'est-à-dire triste. Je suis jamais... Alors, attends, qu'on soit clair. Je ne suis jamais déçu par mon microbiote. Allez, bisous. Bisous, ciao. Mais avant d'avoir les résultats de cette double expérience, revenons quelques instants à la base. Qu'est-ce que c'est précisément le microbiote? C'est l'ensemble des micro-organismes, en majorité des bactéries, qui colonisent notre estomac, notre intestin grêle et surtout notre côlon, la dernière partie de notre tube digestif. On ne soupçonne pas leur existence parce que c'est microscopique. Et pourtant, notre contenu intestinal représente à lui seul 1 à 2 kilos de notre masse corporelle. C'est énorme, mais il faut dire qu'on leur offre gîte et couvert à ces minuscules locataires. En buvant et en mangeant, eh bien on les nourrit et on leur permet de survivre et de proliférer. Que nous donne-t-il en échange? Eh bien, si on sait les cajoler, ils veillent à ce que nous restions en bonne santé. C'est une sorte de contrat de location qui profite aux 2 parties. À quoi ressemble notre microbiote? En fait, il est propre à chacun, exactement comme notre empreinte digitale. Venez, je vais vous faire visiter le mien. Imaginez, notre microbiote s'étend dans notre ventre sur 32 mètres carrés. Une surface habitable pour une famille nombreuse. Des champignons microscopiques, des levures, des archées, des virus, mais surtout donc des bactéries. Jusqu'à 50 000 milliards par individu et près de 1000 espèces différentes recensées à ce jour. Vous, je sais pas, mais moi, ces bactéries, elles me font penser à ces biscuits apéro en forme de bâtonnet, là. Depuis Pasteur, on a beaucoup étudié les bactéries qui nous rendaient malades, dans l'espoir de lutter contre les infections.
Or, la plupart des bactéries intestinales sont nos alliés. Pourquoi dit-on qu'elles sont fondamentales pour notre santé? Parce qu'elles facilitent la digestion, en dégradant les derniers résidus de notre alimentation. Elles synthétisent des vitamines indispensables à notre organisme. Elles contribuent au développement de notre système immunitaire et défendent l'intestin contre les agents pathogènes. De vrais amis, en définitive. C'est à la naissance que le nourrisson ingère pour la première fois des bactéries, mais son microbiote ne devient adulte et stabilisé qu'entre l'âge de 3 et 5 ans. Le début de la vie a donc son importance. Selon plusieurs études, les enfants nés par césarienne présentent les premiers mois un microbiote différent des autres, nés par voie naturelle. Ils ont moins de bifidobactéries par exemple, connues pour protéger des allergies et de l'asthme. Le mode d'allaitement, au sein ou au biberon, a aussi des conséquences. Mais d'autres facteurs entrent en jeu, y compris à l'âge adulte. Le type d'alimentation, on en reparlera, ou la prise de certains antibiotiques. Parce que oui, ils ont l'avantage d'éradiquer les mauvaises bactéries, mais ils ont aussi le défaut de supprimer les bonnes. Ou encore, notre fâcheuse tendance à tout désinfecter. Mais oui, une tétine un peu sale, c'est pas si grave que ça. Vous pouvez même faire jouer votre enfant dans la terre ou le laisser caresser un animal. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Eh oui, ça enrichit le microbiote. Car les scientifiques sont formels, un microbiote sain, c'est un microbiote riche et varié. Quand ce n'est pas le cas, on parle de dysbiose. Et c'est cela qui peut entraîner plein de maladies physiques, mais aussi, plus étonnamment, neurologiques et psychiatriques. Allez, il est temps de savoir comment les microbiotes d'Adriana et de Michel ont vécu cette semaine de diète industrielle et de jeûne. C'est un des plus grands spécialistes du microbiote et des maladies inflammatoires qui a analysé les selles de Michel, ici à l'Institut Cochin, à Paris. Bonjour. Bonjour Benoît. Ça fait plaisir de vous rencontrer parce que je sais enfin à qui j'ai envoyé ma petite enveloppe avec un petit peu de moi à l'intérieur. Exactement. Bah venez, je vais vous montrer. Okay. Je vais vous montrer. Tout se passe dans le labo. Moi, je vous suis. Benoît Chassin, chercheur pour l'INSERM, travaille depuis plus de 15 ans sur le lien entre alimentation et flore intestinale, et plus particulièrement sur l'impact des additifs alimentaires. Donc c'est ici qu'on part d'échantillons de sel et on arrive à analyser, à comprendre un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur de ces échantillons. Alors, Benoît, vous recevez mon enveloppe. Vous l'ouvrez. Vous dites... Oh, incroyable. Un échantillon de Michel. Voilà. Vous en faites quoi? Alors, nous, on a un génome, on a notre propre génome. Les bactéries, c'est pareil, chacune des bactéries a son propre génome. Donc, on va aller récupérer ça, on va aller extraire l'ADN. Et après, à l'intérieur de cet ADN, il y a des petites séquences qui sont hyper intéressantes pour nous parce qu'elles nous permettent d'identifier de quelle bactérie provenait cet ADN. On met un nom. Après, exactement. On a des bases de données qui nous permettent d'identifier, c'était telle bactérie, etc. Et c'est ça que vous avez fait? Exactement. Et vous allez me dire si je suis sain ou pas? On a quelques éléments de réponse. Vous avez l'air inquiet? Non, pas du tout, tout va bien. Si, je vois bien que vous êtes inquiet. Je suis un petit peu hypochondriaque. Bah, je suis pas hypochondriaque, mais quand même, c'est la première fois qu'on me connaît si bien de l'intérieur, quand même. Exactement, on va aller regarder ça. Mais c'est rassurant, rassurez-moi tout de suite. C'est rassurant. Ah, très bien, bon, on y va alors. Pour comprendre comment la consommation de certains aliments altère le microbiote, le laboratoire de Benoît Chassin collabore avec Mélanie Dechazeau-Tanguy. Elle travaille pour l'enquête Nutrinet Santé, une étude à grande échelle qui récolte depuis 15 ans les habitudes alimentaires de 170 000 Français et à laquelle nous pouvons tous participer. Ouh là là, c'est très solennel pour mon petit microbiote. Ça rappelle les bancs de la fac? Ah ouais. C'est Mélanie qui a choisi les produits ultra transformés que Michel a mangés. Benoît, je suis un peu impatient quand même de savoir ce que j'ai dans le ventre. Bah, passons au résultat. Alors, pour l'alimentation, je vais laisser Mélanie un petit peu présenter. Alors. Donc là, en fait, on a sélectionné un peu quelques éléments emblématiques qui sont susceptibles d'impacter la composition du microbiote. Et donc, on peut voir sur ces graphiques, c'est la comparaison entre l'alimentation normale de Michel, classique, et les consommations pendant la semaine plutôt alimentation industrielle, qui est représentée par AUT, qui veut dire alimentation ultra transformée. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que sur une semaine normale, la consommation de fibres tourne autour de 25 grammes par jour. Et sur la semaine alimentation industrielle, on peut voir que cette consommation est un peu inférieure.
Une petite semaine de plats industriels suffit donc à faire baisser la consommation de fibres, les fibres étant indispensables pour un microbiote en bonne santé. Qu'en est-il maintenant d'un additif ultra connu qui sert à rendre les textures onctueuses ? Si on passe au carragénane, ce sont des texturants épaississants. On peut voir que sur une semaine d'alimentation normale, on a un niveau assez bas de cette consommation. Et quand on consomme plusieurs produits industriels dans une même journée, on peut atteindre des doses du coup de carragénane plus importantes. C'est-à-dire que c'est 6 fois ce que j'ai normalement. Exactement. Et on se rend compte finalement que dans beaucoup d'aliments qu'on consomme, qu'on achète dans les supermarchés, on a des additifs, qu'on en soit conscient ou non. Alors maintenant, comme l'a dit Mélanie, l'idée c'est de savoir ce que ça a fait sur mon microbiote, c'est-à-dire sur les bactéries que j'ai dans le tube digestif, est-ce que ça les a modifiées ou pas? Alors, un moment là je suis déjà rassuré. Moment un petit peu émotif, Michel, j'ai l'honneur de vous présenter votre microbiote ici, et le mien ici. Là on est avant que je commence à consommer ce que vous m'avez imposé. Exactement. Alors ici, c'est un microbiote qu'on a vraiment... Il vous manque des trucs, Benoît. Pardon ? Il vous manque des trucs. Il manque des trucs, on va en parler. Ouais. Vous voyez que vous avez une bactérie en plus qui appartient au genre Verrucomicrobia, qui est principalement composée par une bactérie qui s'appelle Akkermansia mucinifila, qui est connue, qui est présente. Moi aussi j'en ai beaucoup moins que vous. Vous voyez que vous en avez, ça monte jusqu'à 30%, ce qui est vraiment beaucoup pour cette bactérie. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est plutôt une bactérie qui est associée à la bonne santé métabolique notamment. C'est une bactérie qui me protège, ça. C'est plutôt une bactérie qui protège dans le sens où on la trouve diminuée chez des patients qui ont de l'obésité ou du diabète de type 2. Selon les dernières études de Benoît qui ont fait les gros titres de la presse scientifique, Akkermansia mucinifila serait une véritable alliée de notre microbiote. Elle maintiendrait à distance les mauvaises bactéries et nous protégerait des effets néfastes des additifs. Elle pourrait également augmenter l'efficacité de certains traitements, comme les médicaments anticancéreux. Et ce n'est pas tout. Cette bactérie qui protège, elle protège comment? Une des hypothèses principales, ce serait justement donc à la surface de notre intestin, on a cette couche de mucus qui joue vraiment un rôle de gel en fait et qui garde le microbiote à distance pour éviter l'inflammation chronique, les dérégulations métaboliques. Et cette bactérie, elle favorise le renouvellement de cette couche de mucus. Donc c'est une des hypothèses principales par lesquelles elle jouera un rôle bénéfique en santé. D'accord, on renouvelle le gel qui protège. Exactement. Et donc ceux qui ont moins de cette bactérie ont un gel plus fin ou plus vieux qui fait qu'il est plus perméable. Exactement. Très bien. Allons encore plus loin en analysant certaines bactéries importantes qui se retrouvent dans la plupart des microbiotes humains. Et du coup, si on regarde par exemple cette bactérie, c'est assez intéressant. Cette bactérie s'appelle Faecalibacterium prosnitzi pour son petit nom. Et en fait, c'est une bactérie dont on sait qu'elle est plutôt bénéfique en santé digestive et qu'elle permet de nous protéger. Et on voit que rien qu'en ayant consommé cette alimentation ultra transformée pendant une semaine, eh ben on a perdu à peu près 30% de cette bactérie au sein du microbiote. Quelque chose me dit qu'au milieu, ça va pas être terrible non plus. Et voilà, et du coup, ce qu'on voit à droite, c'est plutôt l'inverse, où c'est plutôt des bactéries qui sont associées à une mauvaise santé digestive. Bilophila, c'est une bactérie dont on sait qu'elle peut être, dans certains contextes, suffisante pour induire l'inflammation intestinale chronique et la colite. Et vous voyez que vous en aviez très peu avant l'alimentation transformée, ultra transformée, et qu'elle a été augmentée de manière assez drastique. Un petit peu pareil pour cette classe d'entérobactéries, où là, c'est encore plus intéressant, c'est qu'avant, vous n'en aviez pas. Vous étiez complètement dépourvu de cette bactérie, était complètement absente de votre microbiote. Et après une semaine, on la détecte, alors qu'avant, on la détectait plus. Donc, quel va être l'impact au plus long terme? Est-ce que si vous continuez cette alimentation, cette bactérie va continuer de proliférer et avoir un impact négatif en santé digestive? Ça fait partie de la recherche qu'on fait au laboratoire. Bon, il est clair que le microbiote de Michel n'a pas beaucoup apprécié cette semaine de nourriture industrielle. Et du côté d'Adriana qui a jeûné, ça se passe comment? Bonjour Robin, comment tu vas? Tout va bien, merci, et toi? Super, écoute. Déjà, comment il était avant, mon microbiote? Alors, ton microbiote était assez pauvre en termes de diversité. Pas beaucoup de bactéries qui sont connues pour avoir des effets anti-inflammatoires, par exemple. Qu'est-ce que tu as dans les résultats après le jeûne? Il y a une différence, dis-moi. Il y a des changements qui sont bénéfiques. On observe plus de bonnes bactéries comme les lactobacilles, les bifidobactéries, qui sont connues pour avoir des effets anti-inflammatoires. Donc, tu as commencé à renouveler ton microbiote et ça va avoir des conséquences si tu suis ensuite une alimentation saine, bien sûr. C'est vrai que je me sens plutôt pas mal. Juste, désolé de te couper, je voulais rajouter quelque chose parce que dans notre analyse, on a analysé pas seulement les bactéries, mais aussi virus, champignons.
Et on a peut-être fait une découverte scientifique intéressante. Je veux pas faire des plans sur la comète, parce que c'est juste un cas, mais dans ton intestin, avant le jeûne, on avait trouvé 20 types de virus différents. Les virus sont là toujours avec les bactéries dans notre intestin. Après le jeûne, nous avons retrouvé que 3 types de virus. Donc peut-être que pendant cette thérapie, les virus dans ton intestin ont commencé à un petit peu disparaître. Je pense que c'est vraiment très intéressant parce qu'on a découvert peut-être ici un mécanisme nouveau des effets du jeûne. Sérieux, j'ai contribué à la science. C'est vraiment. Il est clair que ça va être une de mes prochaines étapes de vérifier si c'est quelque chose que l'on voit chez d'autres patients. Eh ben super, merci Romain pour tout. C'est des bonnes nouvelles. J'avais un peu peur, je te cache pas, que par exemple qu'il y avait aucun changement ou je sais pas, mais c'est vraiment plutôt positif. Un grand merci. Si Adriana maintient une alimentation équilibrée, il y a des chances pour qu'elle parvienne au même résultat que les patients qui ont participé aux études scientifiques de Robin Ménage. Regardez, ça c'est une catégorie de bactéries connue pour ses effets bénéfiques sur la santé. Avant le jeûne, elle est peu présente dans l'intestin. Après le jeûne, elle grimpe en flèche et est encore là 3 mois après le jeûne. Pareil pour cette molécule anti-inflammatoire. 3 mois après le jeûne, elle est plus présente qu'avant le jeûne. C'est donc bien, avant tout, notre alimentation qui fait régner l'ordre ou le désordre dans notre microbiote. Hélas, en à peine 50 ans, nous avons succombé aux sirènes du fast-food et autres produits ultra transformés riches en graisse, en sucre et à faible valeur nutritive. Sans compter que nos menus se ressemblent de plus en plus. Résultat, on est passé de ça à ça. La diversité de nos bactéries intestinales a considérablement diminué. Logique. Les bonnes bactéries qui ne trouvent pas leur bonheur dans notre bol alimentaire finissent par disparaître au profit d'autres espèces. Et comme elles ont souvent des fonctions précieuses pour l'organisme, leur absence, mais aussi la présence de mauvaises bactéries, pourrait expliquer l'apparition de certaines maladies, comme le diabète, les allergies, l'obésité, ou encore les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Pour dire les choses simplement, pour restaurer et renforcer notre microbiote, il faut recruter de nouveaux colocataires. Il faut bien les choisir et qu'ils soient très différents les uns des autres. Bah, il y a nous. Mais là, je parle de bactéries. Hein, voilà. Et si on s'inspirait pour cela de nos ancêtres préhistoriques? D'ailleurs, à quoi ressemblait leur microbiote? Sans doute à celui particulièrement varié des Hadza, l'un des derniers peuples de chasseurs-cueilleurs au monde. Une tribu qui vit en Tanzanie et qui n'est quasiment pas touchée par les maladies de notre monde moderne. Chez les Hadza, on ingère 100 à 150 grammes de fibres par jour, contre moins de 20 grammes dans nos sociétés occidentales. Les fibres, mais si vous connaissez, on les trouve dans les végétaux, fruits, légumes et céréales. On nous en rabâche sans cesse les bienfaits. Et pour cause, nos bonnes bactéries en raffolent. Elles leur permettent de produire un acide gras, le butyrate, principale source d'énergie des cellules de notre côlon, riche en bienfaits pour notre organisme. En l'absence de fibres, les mauvaises bactéries l'emportent, favorisent l'inflammation et affaiblissent notre barrière intestinale. C'est bien ça. La barrière intestinale, c'est comme les murs d'une maison qui séparent le microbiote du reste de l'organisme. Alors bien évidemment, dans le tube digestif, ce ne sont pas des murs en briques, mais un ensemble de couches de cellules, des molécules chimiques, et puis du mucus. C'est quoi le mucus? C'est comme du gel ou de la confiture. Dans l'idéal, seuls les nutriments bénéfiques doivent pouvoir traverser la barrière intestinale et rejoindre l'organisme. Mais si on consomme trop peu de fibres, trop de sucre, trop de viande rouge ou d'aliments ultra transformés, cette barrière finit par s'altérer et laisse passer dans l'organisme des molécules pathogènes qui ne devraient pas s'y trouver. Un phénomène qui joue un rôle dans l'apparition et l'aggravation de nombreuses maladies, dans mais aussi en dehors de l'intestin. Il y a plein de moyens d'enrichir notre microbiote. En plus des fibres, on peut ingérer de bons micro-organismes, des bactéries et des levures présents naturellement dans notre alimentation.
On trouve toutes ces bonnes choses dans les produits fermentés. Pain au levain, choucroute, fromage, yaourt et bien d'autres. Vous avez l'embarras du choix. On compte plus de 5000 micro-organismes à travers le monde et selon les cultures. Alors Benoît, la question qu'on se pose, après avoir vu tout ça, comment je peux continuer à avoir un bon microbiote, comment je peux améliorer mon microbiote, enfin bref, il faut que je fasse attention à ce que je consomme et surtout à ce que je ne consomme pas quand je vais aller faire mes courses. Comment on fait finalement? Tout se passe au supermarché, je vous y emmène. D'accord. Merci Mélanie. Au revoir, Mélanie. Merci. Allez, les arrière-cours de la fac de médecine. Je vais vous montrer ce que vous m'avez fait consommer. Et comme on est devant les desserts, il y avait ça, là, voilà. Je vous laisse regarder les étiquettes et vous allez me dire pourquoi j'ai fait une erreur. Exactement. Enfin, pourquoi vous m'avez fait faire une erreur. Alors crème aux œufs, en général, il y a tout un tas d'additifs qui sont utilisés. Notamment, on voit des épaississants, donc cellulose, et le E466 aussi, qui est le carboxyméthylcellulose. Voilà, ici, là, j'ai mangé ça aussi. Des crèmes au chocolat qui sont très gélatineuses. Hein. Voilà, donc très gélatineuses, très crémeuses. Et ben là, toujours pareil, amidon transformé de maïs. Carragénane aussi. Alors, on montre vraiment que ce serait un additif qui pourrait nourrir et favoriser le développement d'inflammation intestinale chronique. Alors, qu'est-ce que j'ai pris ici? La liste s'allonge, là. Ça. Petite crème fleurette. En général, il y a des additifs et très souvent des carragénanes. Ça. Les bonnes carottes râpées. Les bonnes carottes râpées. T'as aussi citron de Sicile, voilà, c'est ça. C'est bon ça? Il y a de la sauce, mais du coup, on voit quand même que c'est de la sauce un petit peu épaisse. Et ça, du coup, si on regarde, bah voilà, toujours un peu les mêmes. On a la gomme d'agar, on a la gomme xanthan. Je vous le dis, je pleure. Vous m'avez fait manger tout ça. Je vous ai fait manger tout ça. Et on a vu les impacts que ça avait sur votre microbiote. Selon une récente étude, nous avalerions chaque année 4 kilos d'additifs alimentaires. Et pour les plus gros consommateurs de produits ultra transformés, cela peut monter jusqu'à 10 kilos par an. Et alors, comment on fait pour faire ces achats faut lire intelligemment? Il faut lire les étiquettes, il faut regarder tout ça, voir la présence des additifs. Alors, il n'y a pas que les additifs, hein. Il y a aussi le gras, il y a aussi le sel, il y a aussi le sucre. Et tout ça a été un petit peu synthétisé, si je puis dire, dans le Nutri-Score. Nutri-Score. Mathilde Touvier est directrice de recherche à l'INSERM. Elle coordonne les recherches sur les liens entre nutrition et santé, est experte auprès de plusieurs institutions, comme l'Institut national du cancer. Et elle est professeure au Collège de France en santé publique. C'est son équipe qui a créé le Nutri-Score, ces petits codes couleurs sur certains produits. Alors, le Nutri-Score, tous les Français ne le connaissent pas, même si tout le monde voit sur les paquets qu'il y a des A, B, C, D, E. On rappelle ce que c'est une façon, en choisissant bien ses lettres, de bien manger. Exactement. L'idée du Nutri-Score, c'est d'avoir en un coup d'œil une idée de la qualité nutritionnelle globale du produit. Donc ça prend en compte à la fois des choses qu'il faut plutôt limiter, hein, donc le sel, les graisses saturées, le sucre, les calories, des choses qu'il faut plutôt privilégier, les fibres, la part de fruits et légumes dans l'aliment ou encore les protéines. Et donc tout ça, ça fait à la fois du bien à notre microbiote et puis à notre santé à plus long terme. Alors justement, pour être bien clair dans la démonstration, par exemple, on va prendre ça. Donc si on regarde, par exemple celui-ci, on voit que le Nutri-Score est A. Ouais. Alors le Nutri-Score, tout ce qu'il fait, c'est qu'il va finalement résumer ces tableaux très compliqués que personne ne regarde. Hein. On voit ici qu'on a assez peu finalement de sucre. Hein. Vous voyez, sucre moins de 0,5 grammes. On a pas mal de fibres. On a voilà un produit qui est globalement assez équilibré. Si on compare... Mais ça, c'est un produit que les enfants ne vont pas prendre spontanément quand ils font les courses avec les parents, on est bien d'accord. Ah c'est vrai que le marketing n'aide pas à choisir ce flocon d'avoine ciblé pour les enfants. Donc, voilà. Alors, on a des céréales comme celui-ci, par exemple. Vous voyez qu'on est moins bon en Nutri-Score, on est intermédiaire, hein, C. Et on le voit ici, vous voyez, pour 100 grammes, on est à 24,9 grammes de sucre, alors que là, c'était moins de 0,5. D'accord. Jusqu'à quelle lettre on peut aller sans déprimer? Non, alors la bonne nouvelle, pour le microbiote, j'entends. Oui, non, mais de toute façon, en nutrition, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien d'interdit. C'est-à-dire que même des aliments Nutri-Score E, de temps en temps et en petite quantité, il n'y a pas de problème. Par contre, voilà, le matin, midi et soir, si on mange que du E, des céréales petit déjeuner ou autre Nutri-Score E, on va avoir des problèmes au niveau du microbiote et puis d'autres problèmes de santé. Donc c'est un continuum et c'est une histoire d'équilibre et de fréquence et de quantité. Alors Mathilde, est-ce qu'il y a des applications qui permettent plus facilement, avec son smartphone, hop, on scanne et puis on voit si c'est bon ou pas? Oui, justement, en attendant que le Nutri-Score devienne obligatoire, quand l'info n'est pas sur le paquet, on peut tout à fait scanner. Donc je cherche par exemple, voilà, ce paquet-là, il n'y a pas le Nutri-Score. Grâce à l'application Open Food Facts, qui est une application gratuite, hein, vraiment c'est une association à but non lucratif. Open, O-P-E-N, Food, F-2-O-D.
et FACTS. FACTS. Exactement. D'accord. Donc, avec cette application, on a la possibilité de scanner le code barre. Voilà, et on a ici le Nutri-Score qui apparaît. Donc on voit ici que c'est un Nutri-Score C, information qui n'était pas fournie sur le packaging. Et ça, on peut systématiquement avoir un Nutri-Score, même si le produit n'a pas du tout été prévu pour ça par le fabricant. Oui, puisque tout ce tableau-là est intégré et le Nutri-Score est calculé sur la base de ces informations. Okay. Et l'intérêt aussi, c'est qu'il donne des informations sur les additifs qui sont présents dans la liste d'ingrédients du produit. Donc on a vraiment beaucoup d'informations grâce à cette application. C'est stupide, pourquoi ils ne le mettent pas C? C'est pas si catastrophique que ça. On est d'accord. Et puis de toute façon, le consommateur a le droit d'avoir l'information et de pouvoir choisir en toute conscience. Mais de toute façon, l'intérêt de le rendre obligatoire. Je vous rends votre portable. Merci. Je vais vous laisser. Vous allez pouvoir continuer à discuter entre vous parce que j'ai une autre personne. Tiens, je vais vous rendre ça parce que ça, je ne vais pas le rapporter chez moi. J'ai une autre personne à voir avec laquelle je vais parler d'un produit très consommé et très très polémique. Christophe Brusset a été acheteur pendant 20 ans pour de grands groupes de l'agroalimentaire français et étranger. Il a été dégoûté par les multiples dérives et autres mensonges dont il se retrouvait malgré lui complice. Le déclencheur, l'affaire des lasagnes au cheval, censée être pur bœuf en 2013. À 44 ans, Christophe Brusset brise la loi du silence et publie « Vous êtes fou d'avaler ça », un tollé. Lui, mieux que quiconque, connaît les entourloupes les plus mesquines de l'agroalimentaire pour nous faire croire à de la qualité. Moi, quand je vois ça, une glace à la vanille de Madagascar. Vanille de Madagascar, la meilleure vanille du monde, avec même des petits points noirs qui suggèrent en tout cas que les petites graines qui sont à l'intérieur sont dedans. Ce sont de la vraie vanille. C'est pas vrai? Alors, on voit effectivement de très belles illustrations avec des gousses de vanille, la fleur de vanille. Par contre, comme toujours, on voit en fait que dans ce cas-là, on n'a pas de la vraie gousse de vanille, mais on a des extraits de vanille et surtout des gousses de vanille épuisées. Et en fait, une gousse de vanille épuisée, il faut savoir que c'est une gousse de vanille dans laquelle on a retiré tout ce qu'il y avait dedans à l'intérieur. Donc ce produit, ce déchet, ce résidu, sert de marqueur visuel. Enfin, c'est l'appellation qu'on utilise dans l'industrie pour faire penser au consommateur que ces petits points noirs, qui en fait sont un déchet, sont de la belle gousse de vanille mise à l'intérieur. Donc dans le français de l'agroalimentaire, dans le dico de l'agroalimentaire, épuisé, c'est déchet. Épuisé, ça veut dire déchet, c'est un déchet. D'accord. Mais dans la législation française et européenne, on peut le considérer comme un ingrédient. C'est une véritable arnaque. On peut le penser. Alors, d'autres produits, ça, par exemple, bon, c'est D au Nutri-Score. Déjà. Donc, un produit certainement un petit peu gras, puisqu'on a du fromage, du jambon. Un peu gras, un peu salé, etc. Et alors, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce qui est intéressant, c'est déjà, on voit en gros marqué comté. Alors que quand on regarde dans la liste d'ingrédients, en fait, on voit que c'est pas du vrai comté, mais c'est du comté fondu. Donc en fait, c'est un comté avec des sels de fonte, de l'eau, des matières grasses. Donc c'est un comté dilué, quoi. C'est un comté dilué, exactement. Ouais. Donc si vous regardez la proportion, on vous dit il y a 22% de fromage, mais en fait, il n'y a que 14% de comté. Donc en réalité, on vous baisse la quantité de fromage en vous mettant des additifs à la place. Et dans ce produit-là, si vous les comptez, vous avez une dizaine d'additifs. Comme des émulsifiants, des texturants, des phosphates, des citrates. Enfin bon, vous avez une liste longue comme le bras. Comment c'est possible que, sachant que tout ça c'est mauvais pour la santé, on puisse quand même en avoir dans nos produits de consommation? Pour qu'un additif soit autorisé en Europe, 3 étapes. L'industriel formule d'abord une demande à la Direction générale de la santé et de la sécurité sanitaire, qui dépend de la Commission européenne. Cette dernière saisit l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Pour évaluer les risques de l'additif, l'EFSA fait appel à un comité d'experts qui passe en revue pendant des mois toutes les données scientifiques à ce sujet. Un rapport est rendu. C'est sur cette base que la Commission européenne prend la décision d'autoriser l'additif ou de l'interdire. Mais la France a aussi son mot à dire. Le gouvernement ou les associations de consommateurs peuvent décider de saisir l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire française. L'ANSES va de son côté faire une synthèse des études et formuler des recommandations aux décideurs politiques. L'ANSES peut être en désaccord avec l'EFSA, comme en 2019 avec l'additif E171, un colorant présent dans des biscuits, dans des dentifrices, dans des chewing-gums. Bien qu'autorisé par l'EFSA, l'ANSES a conclu à des risques certains pour la santé. L'additif E171 a donc été interdit en France
Et 1 an et demi plus tard, il a aussi été interdit en Europe. On pourrait se dire que tout est réglementé et relativement simple. Sauf que... Pourquoi on continue à consommer des choses qui sont mauvaises pour la santé alors que tout le monde le sait? Retournez-vous, Michel, la réponse est là. Dans l'Assemblée nationale, le Parlement. Exactement. Et pourquoi? C'est là que tout se décide. En fait, les industriels ne font qu'appliquer des lois et des règlements décidés par les hommes politiques. Et il y a aussi une petite influence de ce qu'on appelle les lobbyistes ou pas? C'est vrai, puisque un homme politique ne peut pas prendre de décision s'il n'est pas éclairé par la science ou par des informations qui vont lui permettre de trancher. Et les industriels, pour aider les politiques à décider dans leur sens, vont s'organiser pour faire pression, pour corrompre, pour inciter à aller dans la direction qui les arrange. Et puisqu'on est devant l'Assemblée, autant rentrer. Michel va rencontrer 2 acteurs majeurs qui luttent pour faire interdire des additifs particulièrement nocifs pour le microbiote, les nitrites. On les retrouve dans 93% de la production de charcuterie française, sachant que le jambon est la première viande consommée dans notre pays, avec 7 kilos par famille chaque année. Dommage, parce que dès 2010, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la charcuterie avec nitrite était cancérigène. En 2022, l'ANSES a conclu à son tour à une augmentation du risque de cancer colorectal. Une récente étude de l'INRAE, effectuée sur des souris et parue en mars 2023, l'a confirmé et a montré des risques accrus de diabète et d'hypertension. On doit, dans cette affaire-là, protéger le consommateur contre ces industries. Richard Ramos est un député du Loiret qui se bat depuis des années pour faire interdire les nitrites. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Merci, monsieur Ramos. Madame... Tout comme Karine Jacquemart, directrice de Foodwatch, une association en partenariat avec Yuka et la Ligue contre le cancer, très active contre les nitrites depuis 2017. Leur principal problème, ce sont les lobbies qui parviennent à empêcher que les nitrites soient interdits. Les lobbyistes, c'est très simple. Ici, il y en a partout. Au Parlement européen, ils sont obligés d'être déclarés. Pour vous donner un chiffre, au Parlement européen, il y a 5000 fonctionnaires, 50 000 lobbyistes déclarés. 5000 fonctionnaires au Parlement européen, 50 000 lobbyistes. Ici, les lobbyistes utilisent toujours en France, quels que soient les problèmes de santé, les mêmes méthodes. 3 méthodes. La première, c'est fabriquer du cognitif faux. Ça veut dire quoi? De la pensée fausse. C'est-à-dire, je vais payer 2 millions d'euros une étude, mais c'est les industriels qui la payent. La deuxième façon, c'est la relationnelle. On vous invite au resto, on crée du lien. Et le troisième, c'est le discrédit. Regardez, Richard Ramos, ça fait des choses avec Ruffin, donc il doit être un peu particulier. Et donc, on a le cocktail qui fait que les lobbyistes arrivent. Karine, est-ce qu'on peut aller jusqu'à penser qu'il y a de la corruption derrière tout ça? La corruption, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas documenté ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2 scandales. Le premier, c'est qu'on le voit, la FICT, là, ils font un double marché avec des produits sans nitrite, donc finalement, ils savent faire, et ce sont des produits souvent vendus un peu plus chers, et en même temps, ils bloquent une loi pour les interdire, ce qui leur permet de continuer à vendre des produits avec nitrite un peu moins chers. Alors, est-ce que ça veut dire que quand on a un peu moins les moyens, du coup, on va plutôt aller vers des produits qui présentent des risques pour la santé? C'est totalement inacceptable, et c'est pour ça qu'il faut une loi et les mêmes règles du jeu pour tout le monde. Vu de l'extérieur, il y a des choses qu'on a du mal à comprendre. Les données scientifiques prouvent que les nitrites facilitent les cancers. Cancer du côlon, enfin le cancer du tube digestif, par où ça passe. Je suis ministre de la Santé. J'ai toutes ces données. Je sais que c'est mauvais pour la santé publique. Je ne vais pas avoir un mot à dire par rapport à Bercy? L'absurde de l'absurde, c'est que ce n'est pas le ministre de la Santé qui a le dossier, mais le ministre de l'Agriculture. Ça veut dire que ça fait 30-40 ans en France que les problèmes de santé sont réglés directement par la filière du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, donc des industriels. Donc aujourd'hui, et je le dis et je le répète, des associations comme Foodwatch, la Ligue contre le cancer, Yuka, et ça c'est grave pour un parlementaire, protègent plus que le Parlement lui-même. Là, les gens, ils ont compris. Il y a presque 400 000 signataires de notre pétition. Il y a un baromètre qui vient de sortir qui montre que quasiment 3 Françaises ou Français sur 4 ont compris qu'il y avait un risque pour la santé entre ces nitrites dans la viande transformée quand on les ingère. Donc la prise de conscience, elle est là. Mais la responsabilité, elle n'est pas sur le consommateur. La responsabilité, elle est sur l'offre. Qu'est-ce que les autorités autorisent ou interdisent quand il s'agit de santé publique? C'est à eux de changer l'offre et de s'assurer, ce qui par ailleurs est obligatoire dans la réglementation européenne alimentaire de 2002, on ne doit commercialiser que des produits qui ne présentent pas de risque pour la santé. Voilà, c'est leur responsabilité, pas le consommateur. Le consommateur, il suivra. Est-ce que les industriels, finalement, de la charcuterie, de la boucherie, des aliments transformés, reconnaissent que le nitrite, c'est pas très bon pour la santé?
Depuis 50 ans, ils avaient nié le fait. Mais Bernard Vallat, leur président, sous les coups de boutoir de cette maison, l'Assemblée nationale, il a reconnu publiquement ici à l'Assemblée nationale que ça faisait, il l'a dit, au minimum 1200 morts par an. C'est historique, c'était historique. Dans la commission d'enquête qu'on a faite, de le pousser à le dire publiquement, ça veut dire que maintenant, ils continuent à en mettre, et ils savent pourtant que ça tue. C'est bon? Oui. Alors attendez, bougez pas. J'ai appelé la FICT, Fédération des industriels charcutiers, traiteurs, transformation de viande. J'ai eu en visio Fabien Castagnier, délégué général. Fabien Castagnier, Bernard Vallat a reconnu qu'il y avait 1200 morts par an qui étaient imputables au sel nitré dans la charcuterie. Vous étiez à ses côtés lors de son audition à l'Assemblée nationale par Richard Ramos. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec lui, et surtout avec les chiffres? Ce que dit l'ANSES et le rapport du gouvernement qui vient de paraître, c'est que la consommation de charcuterie de manière raisonnée et sans risque pour le consommateur. La consommation extrême de charcuterie, comme tout aliment d'ailleurs, peut générer des effets délétères pour la santé et c'était les éléments qui ont été communiqués par Bernard Vallat. C'est quoi excessif? L'OMS considère sur l'exposition aux nitrites et nitrates qu'à partir de 50 grammes par jour de charcuterie, ce qui représente plus d'une tranche tous les jours, toute l'année, le risque d'avoir un cancer colorectal augmente. C'est faux. Les recommandations de l'ANSES sont de 150 grammes par semaine maximum, soit 20 grammes par jour. Validé par le ministère de l'Agriculture le 27 mars 2023. Le risque augmente donc à partir de l'équivalent de 3 tranches de jambon par semaine et pas de 1 tranche par jour. Pardon, mais concrètement, avec très peu de charcuterie, on prend des risques. Ce que dit l'ANSES dans son rapport qui a été publié en juillet 2022, c'est que 99% de la population a une exposition inférieure à la dose journalière admissible. La dose journalière admissible, c'est la dose en dessous de laquelle il n'y a pas d'effet. Les teneurs maximales en nitrite en France sont les plus basses d'Europe avec le Danemark. Et avec le plan d'action que vient de publier le gouvernement et dans lequel nous nous inscrivons complètement, ces teneurs vont encore diminuer. Il serait temps, parce que 1% de la population, cela représente quand même 680 000 Français à risque. Le cancer colorectal touche chaque année plus de 43 000 personnes et cause 17 000 décès. C'est la 2e cause de décès par cancer en France. Pourquoi vous dites qu'on ne peut pas faire de charcuterie sans nitrite du tout? Alors, c'est pas nous qui le disons, c'est aussi l'ANSES qui à aucun moment n'a recommandé l'interdiction. Pourquoi? Parce que les nitrites et les nitrates ont un rôle essentiel pour protéger le consommateur de bactéries pathogènes. Alors, ce que vous dites va à l'encontre de ce que dit l'Institut Pasteur en disant que même si on consomme des aliments sans nitrite, parce qu'il y en a heureusement, il n'y a pas eu d'augmentation, par exemple, d'une maladie qu'on appelle le botulisme. Et que toutes ces bactéries pathogènes dont vous parlez, finalement, on n'a pas vu d'augmentation de maladies liées à la consommation de sans nitrite. Les grandes entreprises qui parviennent à retirer les nitrites, d'accord, ce sont des grandes entreprises qui ont fait des investissements colossaux en termes d'investissements financiers, technologiques. Aujourd'hui, ces méthodes-là ne sont pas du tout accessibles aux petites entreprises. Donc, on ne peut pas, parce que certaines grandes entreprises parviennent à s'en passer sur quelques produits, pouvoir dire on peut le supprimer. Eh bien si, on peut dire qu'on va supprimer les nitrites même quand on n'est pas une grande entreprise. La preuve. Samedi matin, en plein Paris. Doucement. Dans le très chic 8e arrondissement, une commerçante d'exception s'installe sur ce marché exclusivement bio. J'ai du frais, j'ai du cuit, j'ai du boudin, j'ai du pâté. Et ça, c'est mon jambon blanc que je fais sans nitrite. Aucun nitrite chez nous, non, surtout pas. Il n'y a pas de nitrite, Pas question de nitrite. C'est celle de nitrite qui exaspère Suzanne. Ce sont ces additifs si souvent utilisés dans le jambon, qu'ils soient bio ou non, pour lui donner une couleur rosée attrayante, pour le conserver plus longtemps et pour limiter le développement de bactéries à l'origine de certaines maladies comme la salmonellose. Bonjour madame. Elle est venue chercher son jambon? Voilà. Ah, le bon jambon.
Suzanne a clairement choisi une autre voie, plus compliquée, mais sans nitrite. Elle en a fait une spécificité dont sont au courant ses clients. Sans nitrite, le vrai jambon. J'ai toujours préféré la qualité à la quantité. Les nitrites, en fait, c'est cancérigène et qu'en fait, ça détruit en fait la valeur nutritive en fait du produit. On sait qu'aujourd'hui, ça perturbe justement la flore intestinale, tous ces produits chimiques, tous ces conservateurs, et donc je suis assez sensible à ça. Voilà. Limite chiffonnade, hein, Voilà, Emmanuel, c'est bien comme ça? exactement, parfait. Merci beaucoup, Suzanne. L'engagement de Suzanne commence à 350 km de là, dans le bocage normand. Dans sa ferme de Beauchêne, dans l'Orne, elle élève des vaches, des poules, des agneaux et bien sûr des cochons. Voilà. Tous en liberté. Ah, tu commences à chercher les petites racines là, hein, les petits vers. Hein. Le fait que les animaux sont dehors, ils brûlent une partie de leurs calories pour résister au froid et pour aussi optimiser leur système immunitaire. Et du coup, ils sont beaucoup moins malades. Et cela tombe bien puisqu'en élevage biologique, il est interdit d'utiliser des antibiotiques, sauf en dernier recours et sous la responsabilité d'un vétérinaire. Ces cochons sont donc soignés grâce à des traitements à base de plantes. C'est la première des conditions qui permettent une parfaite traçabilité des produits de Suzanne. Et quand on cumule une solide éthique et une bonne traçabilité, on n'a pas besoin de mettre des nitrites dans sa viande pour éviter les risques bactériologiques. Bonjour Philippe. Philippe Béton, un collègue agriculteur bio, suit la même voie qu'elle. Ah bah voilà les mamans qui viennent. Ah, regarde-le. Tout petit comme ça mange l'herbe là. Bah ils imitent leur mère. Hein. Ah ouais, des beaux cochons. Heureux surtout. Chez Philippe comme chez Suzanne, un autre impératif saute aux yeux pour garantir cette qualité qui permettra de se passer de nitrite. L'alimentation des cochons. Elle est 100% bio et sélectionnée pour prendre soin de leur microbiote. Ça, ce sont des fèves, la fèverole qui est riche en protéines. Il y a un oméga 3. Il y a plein d'oméga dedans, Exactement. effectivement. Ça, c'est du lupin de printemps. Ah, le lupin, c'est vrai. Voilà, le lupin. ça a 35% de protéines et ça, c'est assez riche. Et ils mangent aussi des légumineuses. C'est des tiges de trèfle violet et c'est riche en fibres. La présence de nitrite dans un jambon se constate à l'œil nu. Mais parfois, la coloration est subtile. On va tester, si vous voulez bien, votre jambon sans nitrite. Oui. Et moi, je vous ai apporté du nitrite, du sel nitrité. Et puis, on va voir la différence. Ah bah oui. Vous me direz. Il n'y a pas de souci. Pour le montrer, nous avons fait venir le grand spécialiste de la question. C'est pas qu'on va faire de la chirurgie, mais presque. Le journaliste Guillaume Coudray. En 2017, il a publié une enquête qui a fait scandale et a révélé au grand public la dangerosité des nitrites. Comment vous faites votre recette de saumure? Moi, je sale le jambon, pas à base de saumure injectée, mais à base de sel de mis autour et que je laisse saler pendant 8 jours, naturellement. Ok, très bien. Bon, on va Du faire... gros sel de Guérande, uniquement. Regardez, je vous ai amené, ça, c'est du sel nitrité. Il faut que ça soit dans ces sacs jaunes réglementaires. Ça, vous ne connaissez pas. Du tout. C'est du nitrite de sodium. Ça, c'est un poison, tout simplement. Ah oui, oui. Là, j'ai assez pour tuer 50 personnes là-dedans. Ah, carrément. Alors, c'est pas ça qu'on met dans le jambon. C'est pas le nitrite direct. Non. Ça, c'est du sel de mer ou du sel de cuisine, comme celui que vous utilisez. D'accord. Dans lequel on a mis une toute petite proportion de nitrite, 0,6%. Et ça s'appelle sel nitrité. Pour l'expérience, Guillaume Coudray prépare 2 saumures. L'une à base d'eau et de sel nitrité, celle très souvent utilisée par les industriels, et l'autre à base d'eau et de sel de mer sans nitrite. Notre expert découpe 2 tranches d'un même rôti de porc. À l'aide d'une seringue, il injecte la première saumure nitritée dans une tranche et la saumure sans nitrite dans l'autre tranche. Après une demi-heure de cuisson, les nitrites font leur effet. À gauche, la viande sans nitrite. À droite, la viande avec sel nitrité. Là, il y a cette apparition d'un nitrosopigment. Tout est bien rosy. Et ce qui est génial d'un point de vue du fabricant, c'est que ce rose, il va tenir.
il va tenir même une fois qu'il va être emballé, que vous allez le mettre dans les rayons, et bien la tranche rouge, elle ne va pas changer de couleur avec la lumière des éclairages des rayons. Elle va rester longtemps bien rose, bien appétissante. Voilà, le pauvre client, il pense que ce rose-là est naturel. Le souci, c'est que cette viande, quand elle a été traitée au sel nitrité, il y a une réaction qui donne naissance à un composé nitrosé qui s'appelle le fer nitrosylé. Lorsque les nitrites sont injectés, ils sont automatiquement aimantés par le fer contenu naturellement dans la viande. Ensemble, ils vont fusionner et former des composés nitrosés. Lors de la digestion, ces composés instables vont se retrouver dans l'intestin et risquent de se fixer sur la paroi intestinale. Les risques ? Un dysfonctionnement ou une altération de nos gènes, on parle de risque génotoxique, et un terreau favorable à l'apparition du cancer colorectal. Or, depuis 1964, et comme le montre ce document d'époque, le ministère de l'Agriculture, des Finances et de l'Industrie autorise le sel additionné de 10% maximum de nitrate de sodium ou du sel nitrité. Pourquoi le ministère de l'Agriculture, en 1964, a autorisé le sel nitrité? C'était pour augmenter les marges, pour augmenter la production, pour mettre les fabricants français à égalité avec des fabricants étrangers qui, eux, avaient pris l'habitude de mettre du nitrite de sodium dans leur jambon. C'est absurde de continuer à le maintenir dans nos assiettes. Ah, bah ça c'est mon jambon, il n'y a pas de sel de nitrite là-dedans. Regardez-moi ça, comment il est beau. Un jambon qualitatif et sans nitrite, c'est donc possible. Reste la question de l'argent. Cette marchandise artisanale coûte 2 à 3 fois plus cher qu'un jambon industriel. Comme ça? Alors là, on est avec la couenne et le gras, on est à 37,90. Et quand on est sans gras, sans couenne, comme celui-là, il est à 44,90. Mais on ne peut pas comparer une Rolls avec une 2 chevaux. Ça reste du jambon, mais qui a une qualité supérieure. Bien entendu, une tranche de jambon nitrité ne présentera jamais de danger si c'est occasionnel. Le problème vient de l'accumulation et de la régularité. Pour nous, les consommateurs, un seul remède, manger moins de jambon, mais mieux. Oh là, c'est bon comme tout. Je graisse mes boyaux. Allons encore plus loin dans notre enquête sur notre précieux ventre. Depuis quelques années, il est avéré que la santé de notre microbiote et la santé de notre cerveau sont extrêmement liés. D'ailleurs, nous l'avons tous expérimenté. Quand on est stressé, notre système digestif est complètement perturbé. Avec des symptômes pas très glamour. Maux de ventre, ballonnement, constipation, diarrhée. Mais comment l'expliquer ? C'est bien simple. Même s'ils font chambre à part, l'intestin et le cerveau s'envoient des petits messages en permanence, par voie sanguine, mais aussi par le biais du nerf vague, le plus long des nerfs crâniens. En fait, c'est une relation à distance, mais qui fonctionne. Eh oui, ça existe. Une grande partie de l'activité nerveuse se ferait même de bas en haut, depuis l'intestin. Car oui, cet organe a son propre système nerveux, le système nerveux entérique. 200 millions de neurones. Autant que dans le cortex d'un petit chien ou d'un chat, d'où son surnom de deuxième cerveau. Qu'en est-il de nos bactéries ? Eh bien, elles jouent un rôle majeur dans ce processus, en libérant des molécules qui agissent sur le cerveau. Certaines ressemblent à des hormones, d'autres sont des neurotransmetteurs nécessaires à la communication entre les neurones. Elles influencent jusqu'à notre humeur, nos comportements, notre santé mentale. Pour le prouver, les chercheurs travaillent sur des souris élevées sans bactéries intestinales, ici à gauche, versus des souris normales, ici à droite. On les place dans une situation de stress sur une petite plateforme qui leur est inconnue et on observe. Résultat, la souris sans microbiote n'ose pas s'aventurer hors de la plateforme, contrairement à la souris avec microbiote. Le signe d'un niveau d'anxiété élevé. Ce n'est qu'en ingérant des bactéries que la souris sans microbiote devient plus disposée à explorer son environnement. Et ce n'est pas tout. L'absence de microbiote va de pair avec des troubles de la mémoire,
mais aussi une altération de la sociabilité, avec un faible penchant pour la vie en communauté. Quand elles ont le choix, les souris élevées sans microbiote intestinal préfèrent se rendre dans une pièce vide plutôt que dans une pièce dans laquelle il y a d'autres souris. Voilà. Cela dit, je fais la même chose quand j'ai pas envie de voir quelqu'un. Plus déroutant encore, cette autre étude qui prouve que transférer le microbiote d'une souris dépressive à une souris qui ne l'est pas revient à lui transmettre sa dépression. Reste à voir ce qu'il en est chez l'être humain. À ce stade, on sait que certaines maladies mentales s'accompagnent souvent de troubles intestinaux. C'est le cas pour l'autisme, les troubles bipolaires ou encore la dépression. De là à imaginer, moduler et soigner le microbiote pour traiter le cerveau, il n'y a qu'un pas que certains n'ont pas hésité à franchir. Nous allons franchir ce pas en allant à Marseille pour rencontrer des médecins qui travaillent sur les liens entre microbiote et santé mentale. Est-ce que, comme beaucoup de gens, tu as vu un psychiatre un jour dans ta vie? Un psychiatre, oui, ça m'est arrivé. Une fois, je crois. D'accord, me dis pas pourquoi. Est-ce que le psychiatre t'a parlé de ton tube digestif, de ton ventre? Eh ben non, et il devrait, car on est d'accord, le ventre, c'est le deuxième cerveau. Absolument, c'est ce qu'on dit. Alors ici, à Sainte-Marguerite, on va rencontrer un psychiatre et une infirmière spécialisée qui sont presque plus obsédés par ce qui se passe dans le ventre que dans le cerveau, parce qu'ils ont prouvé que les deux étaient extrêmement liés. Et tu vas voir, je pense que tu n'as jamais vu ça dans un hôpital. Regarde. Voilà, super. Alors du coup... Mais c'est une épicerie. Ouais, et c'est étonnant, on est quand même en plein hôpital, là, si tu veux. Et voici. Merci. C'est Grille du Persil, je vous laisse servir, il est là-bas. Ah oui. Bonjour Guillaume, bonjour Christelle. Bonjour Michel, bonjour. Bonjour, bonjour Chantal. Alors, ça fait combien de temps qu'on sait comme ça que l'intestin et le cerveau sont liés? Les premières découvertes, ça remonte à 2009 en fait. Et par contre, ça a mis du temps à passer dans la pratique clinique. Donc ça fait à peu près 5 ans maintenant que ça commence vraiment à changer les pratiques. Et donc c'est prouvé que l'alimentation, quelque part, peut soigner même des maladies mentales? Complètement. Alors on a des méta-analyses maintenant, donc c'est des combinaisons d'études. Donc il y a plus de 50 études de grosse taille dans plusieurs pays qui ont été combinées et qui prouvent qu'une alimentation de ce type, donc riche en légumes et en fruits, ça diminue le risque de dépression, donc de 15% pour les fruits, de 9% pour les légumes. Et à l'inverse, d'avoir une alimentation inflammatoire comme l'alimentation majoritaire en France, ça augmente de 33% le risque de dépression. Et chez les gens qui ont des dépressions, il est prouvé que changer d'alimentation, et c'est ce qu'on recommande tous les jours dans le centre expert, ça améliore les symptômes de dépression. Parce que parmi ces symptômes, il y a le manque d'énergie, les troubles du sommeil, les troubles de l'appétit aussi. Et ça, c'est directement lié à l'alimentation. On parle de quoi comme maladie? Santé mentale, c'est quoi? Nous, on a un centre expert sur la dépression, mais en fait, il y a plusieurs maladies mentales qui peuvent bénéficier du microbiote, parce que la dépression, on la retrouve dans quasiment toutes les maladies mentales, comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire, par exemple. Juste un mot là-dessus, c'est le personnel soignant qui vient là? Tout à fait. Pour manger sainement. C'est vous qui avez imposé ça? Non, c'est pas moi qui ai imposé ça, ça a été une initiative de la direction et c'est vraiment génial parce qu'en fait on a une direction qui a compris que l'hôpital en fait c'est un lieu qui soigne et que le premier soin c'est l'alimentation. Et donc là on a en fait des produits locaux et de saison qui sont proposés aux soignants pour prendre soin de leur propre microbiote. Et pourquoi on ne propose pas ce choix aux patients? On est en train de mettre en place un programme de transition de l'alimentation pour justement augmenter la part des produits locaux dans l'alimentation des patients à l'hôpital. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans le tube digestif pour que notre alimentation ait une telle répercussion sur et le microbiote et ensuite le cerveau? La grande découverte, c'est que le cortisol, qui est l'hormone du stress, en fait, elle augmente la perméabilité de l'intestin. C'est-à-dire que quand on est très stressé de façon chronique, il y a des choses qui commencent à passer dans le sang qui ne devraient pas, qui créent de l'inflammation, et on va pouvoir faire par exemple plus d'infections respiratoires ou plus de maladies mentales parce que ça va perturber le cerveau. Et donc ça, ici, ce qu'on voit, c'est des aliments qui sont magnifiques pour le microbiote. Pourquoi? Alors, c'est des produits qui sont très riches en nutriments. Donc les légumes à feuilles qu'on voit ici par exemple, à condition donc qu'ils ne soient pas trop cuits parce que ça va détruire certaines vitamines. La vitamine B9, le folate en fait, c'est une vitamine qui a prouvé son efficacité dans l'amélioration de la dépression. Il va y avoir d'autres nutriments comme du zinc, du magnésium qui sont très importants pour l'anxiété et la dépression. Il va y avoir des fibres qui vont nourrir le microbiote. Donc les fibres, c'est tout ce qu'on trouve dans les légumes verts qu'on ne va pas digérer mais qui va nourrir nos bactéries. Et dans les fruits?
et dans les fruits, bien sûr. Est-ce qu'on peut comparer ces nutriments au régime méditerranéen? C'est complètement le régime méditerranéen. En fait, on a la chance, là on est à Marseille, mais en fait partout en France, on peut, en mangeant local et de saison, avoir une alimentation qui protège du risque d'anxiété et de dépression. Alors je vois qu'il y a aussi des yaourts, du kéfir, kombucha. Voilà, comment ça joue ça sur notre microbiote? En fait, donc c'est des aliments vraiment très riches en bactéries. Donc normalement, il y en a quand même au moins 10% qui doit passer dans l'intestin. Et ça, en fait, ça va coloniser les parois de l'intestin. Et c'est des bonnes bactéries qui vont nous protéger. Christelle, alors vous êtes infirmière spécialiste ici dans le service de psychiatrie. Quand vous abordez les patients et que vous leur dites « je vais vous donner des compléments alimentaires » ou vous dire ce qu'il faut manger, ils reçoivent ça comment? Au départ, les patients sont un peu surpris parce que ce n'est pas une approche qui est fréquente, mais c'est vrai qu'une fois qu'on leur a expliqué que ça peut avoir des bénéfices, améliorer leur santé mentale, leur santé physique, ils sont adhérents. Facilement? Oui. Oui. Alors il y a des personnes qui n'aiment pas les produits fermentés, qui n'aiment pas les produits laitiers, qui ne mangent pas suffisamment de fibres ou de légumes comme on le voit ici, et qui se disent tiens, c'est pas grave, je vais prendre des compléments alimentaires. Surtout que c'est une très grande mode aujourd'hui. On peut le faire? Alors, idéalement, ce qu'il y a de mieux, c'est quand même de modifier son alimentation. Si vraiment, pour X raisons, ça ne suffit pas, là, on peut aller aux compléments alimentaires. Et c'est vrai que ceux, nous, qu'on prescrit en priorité, c'est les oméga 3, parce qu'en fait, les Français ont un apport d'oméga 3 de 600 mg par jour en moyenne, alors qu'il en faudrait 2 grammes. Ça, c'est les autorités européennes qui le soulignent. Donc 3 fois plus. Voilà, 3 fois plus. On peut voir à quoi ça ressemble, parce que vous en avez, non Les oméga 3 se présentent sous forme de gélules contenant de l'huile de poisson. On dirait des bonbons. Cela coûte une quinzaine d'euros par mois non remboursés. Les effets sont remarquables sous 4 à 8 semaines, contre 3 à 4 semaines pour un antidépresseur. Les oméga 3 et les probiotiques auraient donc un impact important sur notre santé mentale. Mais même si ce sont des études scientifiques qui l'attestent, Adriana a eu envie d'aller plus loin. Suite à un appel à témoins, elle a décidé de rencontrer Annick. Elle est dentiste à la retraite, mariée, mère de 2 enfants et grand-mère de 3 petits-enfants. Si souriante sur les photos, Annick est pourtant dépressive depuis l'adolescence, avec plus tard des tentatives de suicide, jusqu'à ce qu'elle découvre les travaux de Guillaume Font. Elle rencontre pour la première fois aujourd'hui celui qui a changé sa vie sans le savoir. Bonjour Annick. Alors, vous aviez très envie de rencontrer Guillaume, je pense. Est-ce que vous pouvez me raconter pourquoi? Parce que je suis dépressive ou maniaco-dépressive ou avec, enfin bref, en même temps qu'une énergie énorme depuis plus de 30 ans. Ensuite, j'ai été plus ou moins mal suivie avec des psychothérapies dites comportementales, enfin bref. Néanmoins, je suis depuis 30 ans passée, malgré mes grandes activités, par des phases de découragement, de tristesse, d'angoisse profonde qui m'ont amenée à être réhospitalisée plusieurs fois et puis à prendre beaucoup de médicaments sans trouver de solution. Parce que le médicament antidépresseur ne marchait pas? Si, marchait, mais disons que ça faisait quelques années que je disais au psychiatre qui m'a suivi pendant 15 ans facilement: docteur, j'ai résolu beaucoup de mes problèmes de jeunesse, d'enfance, de rupture, etc. Je sens que chez moi, c'est chimique. Et la réponse était toujours « ah bon ?» Jusqu'au moment où, il y a 5-6 ans, je ne sais pas exactement, j'ai trouvé les sites YouTube de Guillaume Font qui parlaient du microbiote. Mais pourquoi? Parce que vous aviez des problèmes digestifs ou... Oui. Ah, donc vous avez une dépression. Voilà. Mais aussi le problème digestif. Voilà. Dans des périodes où j'étais... Elle rencontre pour la première fois aujourd'hui celui qui a des oméga 3, du zinc, de la vitamine D, énorme, depuis plus de 30 ans. Ensuite, j'ai été plus ou moins mal suivie avec des psychothérapies dites comportementales, enfin bref. Néanmoins, je suis depuis 30 ans passée, malgré mes grandes activités, par des phases de découragement, de tristesse, d'angoisse profonde
qui m'ont amené à être réhospitalisée plusieurs fois et puis à prendre beaucoup de médicaments sans trouver de solution. Parce que les médicaments antidépresseurs ne marchaient pas? Si, ils marchaient, mais disons que ça faisait quelques années que je disais au psychiatre qui m'a suivi pendant 15 ans facilement, « Docteur, j'ai résolu beaucoup de mes problèmes de jeunesse, d'enfance, de rupture, enfin, etc. Je sens que chez moi, c'est chimique. » Et la réponse était toujours « Ah bon ?» Jusqu'au moment où il y a 5-6 ans, je ne sais pas exactement, j'ai trouvé les sites YouTube de Guillaume Font qui parlaient du microbiote. Mais pourquoi? Parce que vous aviez des problèmes digestifs ou... Oui. Ah, donc vous avez une dépression. Voilà. Mais aussi le problème digestif. Voilà. Dans des périodes où j'étais plutôt en phase soit d'angoisse, soit de dépression, j'étais sujette à des diarrhées motrices. C'est pas très élégant d'en parler comme ça, mais c'est irrépressible et ça fait maintenant 5 ans que je prends des oméga 3, du zinc, de la vitamine D et que j'ai adapté mon régime habituel de nourriture. Donc je me porte très bien. Ce cerveau dont on dit que c'est le deuxième, je pense que c'est le premier, en fait. Là, comme Annick l'a bien décrit, la source du problème, en fait, elle se trouvait peut-être dans son intestin et pas dans son cerveau. Et maintenant, on ne peut plus prescrire un antidépresseur sans penser aussi aux oméga 3, à la vitamine D, au zinc, aux probiotiques qui sont recommandés dans les recommandations internationales de psychiatrie. Ça, c'est depuis 2022, c'est extrêmement récent. Et donc, aujourd'hui, vous prenez des oméga 3, ça fait 1 an. Et des antidépresseurs, vous prenez toujours? Alors, les antidépresseurs, avec l'accord de mon psychiatre traitant, on les diminue. Donc, j'en suis à 2/3. Ça va passer à 1/2 dans pas longtemps. Bravo. Donc, je suis très contente. Annick est l'incarnation des liens entre microbiote et dépression. Mais les troubles psychiques concernés sont bien plus vastes. C'est ainsi que nous avons rencontré une famille dont l'un des enfants est atteint de troubles du spectre autistique. C'est le cas de 700 000 personnes en France. Un Français sur 100. Des chiffres en constante augmentation. Léo est né en juin 2010. Sa mère, Christine, a très vite remarqué quelque chose d'atypique chez son deuxième enfant. Léo, sur cette vidéo-là, il a 13-14 mois à peu près. Il est assis par terre et il fait des mouvements très stéréotypés avec les bras. Ce mouvement répétitif des mains, c'est ce qu'on appelle le flapping, un des signes caractéristiques des troubles du spectre autistique. À l'âge de 4 ans, le diagnostic est enfin posé. Léo est concerné. Donc là, c'est une photo de Léo aujourd'hui, là, en 5e, donc, qui est très récente. Et c'est un garçon quasiment comme les autres. Les progrès impressionnants de son fils s'expliquent par plusieurs facteurs, dont l'un est assez inattendu. Un changement radical d'alimentation. Bon, là, après, c'est avec son frère. Hein. À 2 ans, Léo ne marche pas. Il passe des heures à fixer les lumières de ses jouets qui clignotent ou encore les pales du ventilateur. À 3 ans, il n'a pas encore prononcé un seul mot. Mais ce qui inquiète toujours plus ses parents, ce sont ses douleurs au ventre qui le replient sur lui-même. Comme il était complètement figé sur lui-même, un jour, je l'ai amené chez une ostéopathe qui déjà lui a fait du bien et qui m'a dit « Vous devriez regarder s'il a des intolérances alimentaires ». Et il s'est avéré qu'il avait 39 intolérances, dont le gluten et la caséine, qui est la protéine du lait. Et au bout de 3 jours en fait, de changement de régime, il s'est passé un phénomène assez extraordinaire et totalement inattendu, puisque nous, on était vraiment concentrés sur son ventre, c'est qu'il ne parlait pas et il s'est mis à parler. Là où il disait 2-3 mots, il a fait des phrases, sujet, verbe, complément. Là où il marchait difficilement, il trottinait. Fort de ce petit miracle, les parents décident de continuer ce régime alimentaire, aidés par un généraliste calé en nutrition. En parallèle, Léo suit tout un programme de rééducation qui comprend des séances d'orthophonie, de psychomotricité et d'ergothérapie. 10 ans plus tard, il a rattrapé son retard.
bien passé ta journée? Oui, très bien. Aujourd'hui en 5e dans un collège ordinaire, Léo suit une scolarité normale. Mais avant ses 6 ans, il ne prononçait pas un mot à l'école. Est-ce que tu as été dans cette classe? Non. Et dans celle-là? Il se souvient de ce moment incroyable, 2 jours avant la fin de sa dernière année de maternelle. Bonjour, comment vas-tu depuis toutes ces années? Ce jour-là, quand j'ai commencé à parler à l'école, je m'en souviens très très bien. Je suis rentrée dans la salle de classe et il y a quelqu'un qui m'a dit bonjour. Et je lui ai dit bonjour et il était très étonné. Après, il était là pour voir si je parlais bien et il m'a fait répéter des mots. Et du coup, je répétais les mots et ensuite on a commencé à parler. Et là, c'était la première fois qu'à table, j'engageais vraiment la conversation. Parce qu'avant, j'étais là. Et 3 ans après, quand je l'ai retrouvé en CE2, il parlait de mieux en mieux, en étant de plus en plus à l'aise, devant de plus en plus de monde. Voilà. Son évolution, elle a été vraiment constante et très positive, jusqu'à aujourd'hui. Christine en est convaincue. Cette évolution a été possible en partie grâce à ce régime alimentaire très strict et très contraignant. Car le gluten et la caséine se cachent dans de nombreux produits. Des aliments industriels, mais aussi de nombreux biscuits, gâteaux, bonbons et même des tablettes de chocolat. Christine a dû faire le grand ménage dans sa cuisine. Alors, ce qu'il n'y a pas dans mes placards, en fait, il n'y a aucune farine avec gluten, notamment la farine de blé. Il n'y a pas de pain de mie, etc. Il n'y a pas de produits laitiers non plus. Il n'y a pas de yaourt, il n'y a pas de crème fraîche, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de lait. Donc, pour arriver à reproduire des textures qui ressemblent à du gluten, on est souvent obligé de mélanger plusieurs farines. Donc, j'utilise beaucoup la farine de sorgho, celle-là, la farine de riz, c'est les deux de basique, et ensuite souvent mélangée à de la fécule. Donc là, il y a de la fécule de pomme de terre ou de la fécule de tapioca. Mais c'est vrai que les premiers mois ont été quand même assez compliqués. On avait l'impression qu'on ne pouvait plus rien manger. Depuis, toute la famille s'est adaptée en veillant à éviter les carences. Christine doit cuisiner tous les repas de son fils. Au menu aujourd'hui, poulet au curry et lait de coco avec des légumes. J'allais avec un sac avec de la nourriture sans lait, sans gluten à la cantine. Oui, ça, je me souviens déjà. Oui, ça a commencé déjà en petite section. Je vais mettre un petit peu d'huile dans l'eau parce que les pâtes sans gluten, elles ont tendance à coller. Ça me faisait bizarre de manger autre chose que mes camarades. Maintenant, c'est à eux que ça leur fait bizarre. Parce que je mange pas la même chose qu'eux. Et il y a toujours des gens qui viennent me voir à la cantine pour savoir ce que c'est, ça. Comment l'éviction de certaines catégories d'aliments peut-elle améliorer des symptômes liés aux troubles du spectre autistique? C'est bon. À Nantes, dans ce laboratoire spécialisé en neurogastro-entérologie, de nombreux scientifiques travaillent sur le lien entre autisme et microbiote. Dans une de leurs études, un dispositif en croix, ici filmé du dessus, est mis en place. Un chemin est complètement fermé, l'autre chemin totalement ouvert, donnant sur le vide. À gauche, une souris saine, à qui on a transféré le microbiote d'un patient sain. La souris est vive et explore sans peur son environnement. À droite, une souris saine à qui on a transféré le microbiote d'une personne atteinte de troubles du spectre autistique. Son comportement est radicalement différent. Eh bien, vous voyez qu'elles restent préférentiellement dans le bras fermé et qu'elles explorent peu le bras ouvert. Et donc, cette série d'expériences montre que le microbiote de patients atteints d'autisme a la capacité de transférer chez la souris certains des marqueurs de l'autisme, en particulier l'anxiété, qui est plus élevée chez ces patients par rapport à des patients contrôle ou sains. Les preuves scientifiques s'accumulent pour mettre en évidence le lien entre les troubles du spectre autistique et le microbiote. Chez les patients concernés, le microbiote intestinal serait moins diversifié et même privé de certaines souches de bactéries.
Et l'hypothèse qui pourrait faire le lien entre finalement ces modifications du microbiote et les troubles digestifs et du comportement, c'est que ces modifications du microbiote se traduiraient par des modifications de composition de certains métabolites bactériens produits par ces bactéries, et que ces métabolites, une fois qu'ils ont traversé la barrière épithéliale intestinale, pourraient aussi atteindre le cerveau à travers la circulation sanguine, par exemple, et modifier le comportement. Le but de ce régime alimentaire d'éviction serait de rééquilibrer le microbiote pour réduire l'inflammation chronique des intestins, mais aussi cette grande perméabilité intestinale. Tu peux mettre la table, s'il te plaît? Tu prends les verres là. Léo, lui, a commencé ce régime alimentaire très tôt, à l'âge de 3 ans. Mais en aucun cas, il ne peut être considéré comme une solution miracle. Et tu veux une grande cuillère pour la vinaigrette ou pas? Oui, aussi. Reste que l'alimentation pourrait être un atout majeur dans l'arsenal thérapeutique pour diminuer certains symptômes. La question qu'on peut se poser, c'est que finalement, est-ce que demain, l'un des traitements des troubles anxieux, de la dépression ou même de tout un tas de choses, ça passera pas par simplement des gélules dans lesquelles on aura mis un peu de microbiote et puis qui permettront simplement à l'avalant d'aller coloniser sainement ton tube digestif. Est-ce que toi, si demain je te dis, pour que tu ailles bien, je te donne une gélule dans laquelle il y a du microbiote, tu le fais? C'est compliqué. Le microbiote avalé, c'est... C'est ça. Tu le fais ou pas? Bien sûr, mais c'est pas facile, non? Si? Pas sûr. Je sais pas si tu le fais. Mais je le ferai. C'est quoi? Si. Si ça t'enlève tous les problèmes de santé, s'il te plaît. En tout cas, la médecine utilise déjà ce qu'on appelle les transplantations fécales ou greffes fécales, grâce à des lavements ou à des gélules de microbiote. Aux États-Unis, ils sont en pointe sur le sujet. Voici la gélule. Chaque gélule contient 11 milliards de micro-organismes provenant de selles humaines. Un patient en prend 5 et cela guérit son infection. Ce traitement pourrait sauver des milliers de vies. Une simple gélule à base d'excréments humains déshydratés pourrait bientôt révolutionner notre façon de soigner certaines maladies. Le docteur Korutz est le pionnier de la greffe fécale aux États-Unis. On prend des bactéries contenues dans des selles humaines de donneurs en bonne santé et on les transplante dans le côlon de patients dont la flore intestinale est abîmée. Amanda Cabbage a été l'une de ses premières patientes. Un matin, elle se réveille avec d'intenses douleurs abdominales. Je me rappelle très précisément ce dimanche où j'ai remarqué du sang dans mes selles. Très vite, j'ai eu des diarrhées chroniques. Je devais courir aux toilettes plus de 20 fois par jour. En 2 mois, j'ai perdu plus de 10 kilos. Ils m'ont diagnostiqué une infection à Clostridium difficile. Le généraliste d'Amanda lui prescrit 4 traitements d'antibiotiques consécutifs. Mais les symptômes reviennent et se font toujours plus intenses. Son calvaire dure plus d'1 an. Aux États-Unis, cette maladie touche 500 000 personnes chaque année. En France, 120 000. Pour récupérer ces bactéries perdues, Amanda se résout à essayer une intervention encore expérimentale à l'époque, la transplantation fécale. Les médecins déposent des selles saines au fond de son côlon. Les bactéries du donneur s'implantent alors dans les intestins du patient pour repeupler sa flore intestinale, qui redevient un véritable bouclier résistant aux virus et autres infections. On a fait la greffe et ensuite je suis rentrée à la maison. Et là, mon ventre s'est mis à gargouiller comme jamais auparavant. On pouvait l'entendre d'une pièce à l'autre. C'était évident qu'il se passait quelque chose et que des bactéries repeuplaient mon côlon. Dès le lendemain, j'ai su que ça avait marché. En quelques jours, j'ai retrouvé mon énergie. La diarrhée a disparu, la douleur est partie. Une seule greffe et ça a tout changé. Depuis, je revis. Les résultats sont stupéfiants. La transplantation fécale a un taux de réussite de 94%. Mais encore faut-il pouvoir se procurer des selles humaines et saines. Amanda travaille désormais avec le docteur Korutz et dirige la clinique de dons. As-tu pris des antibiotiques? Non. Pas de malade à la maison? Non.
Austin est le donneur numéro 108. Chaque matin, cet étudiant en médecine se rend à la clinique pour y déposer sa précieuse substance. Merci. J'ai un microbiote très riche, et si je peux le partager avec des gens qui n'ont pas cette chance et les aider, alors je trouve ça super. L'Université du Minnesota est devenue la principale banque d'échantillons de sel aux États-Unis. C'est un don qui a été recueilli ce matin. Avec un don comme celui-ci, on peut réaliser environ 30 à 40 doses. Le processus de transformation prend en moyenne 3 heures. Les produits sont stockés à moins 60 degrés et peuvent être conservés jusqu'à 7 ans. Aux États-Unis, les excréments humains, qu'on surnomme l'or liquide, sont officiellement devenus un médicament. La Haute Autorité américaine de la santé vient d'autoriser la commercialisation du premier traitement créé par un laboratoire privé. Problème, son prix. 9 000 € non remboursés. Certains patients sont prêts à tout pour se soigner, mais sans payer ce prix, et quitte à se lancer seuls dans l'aventure. C'est le cas de Ricky Spieth. Il y a quelques années, un médecin lui prescrit des gouttes antibiotiques pour soigner une infection à l'œil. À ce moment-là, sa vie bascule. Les douleurs abdominales étaient atroces à chaque fois que je mangeais. Je ne pouvais pas sortir de chez moi. À l'époque, j'étudiais à l'université. J'ai dû abandonner mes cours car je ne pouvais pas rester assis en classe. Un test confirme qu'il est positif au Clostridium difficile. Il enchaîne alors les traitements antibiotiques, mais son état empire. Chaque année aux États-Unis, 30 000 personnes meurent suite à une infection au Clostridium difficile. Environ 300 en France. Ça, c'est quand j'ai été hospitalisé pour déshydratation. J'étais épuisé. J'ai dit, je veux essayer une greffe fécale par coloscopie. J'ai fait mes recherches. Et mon médecin m'a répondu, désolé, je ne peux pas le faire. J'étais dévasté, sans espoir. Et c'est là que je me suis dit, ça suffit. Je ne veux pas mourir ici, je veux vivre. Après avoir épuisé tous les traitements classiques, Ricky surfe sur Internet en quête d'une autre solution. C'est là qu'il découvre un tutoriel sur les greffes fécales maison. Il vous faudra un sac plastique et un récipient. Et ensuite, vous vous allongez sur votre côté gauche et vous insérez le lavement. Je savais quel site web était fiable. Il fallait que je me procure un mixeur, de l'eau saline, une poche de lavement. Et j'ai été surpris de voir que tout cela ne m'avait coûté que 40 €. Reste à trouver un donneur. Ricky se tourne naturellement vers son partenaire, Kevin, aujourd'hui devenu son mari. Kevin accepte immédiatement. Au début, je n'étais pas à l'aise avec l'idée de le lui demander. On était ensemble depuis 3 ans à l'époque. Mais pour un jeune homme, devoir demander à un autre jeune homme avec qui on est si intime, c'est très personnel et, il faut le dire, dégoûtant. Au début, cela m'a semblé absurde. Mais je ne me suis pas posé de questions. Je voulais l'aider. C'était vraiment dégueu. Oui, mais ça en valait la peine. Le couple ne fait pas d'analyse médicale pour s'assurer que Kevin n'est porteur d'aucune maladie. Cela présente évidemment un énorme risque qui aurait pu, dans le pire des cas, conduire à la mort de Ricky. Ce n'est pas parce qu'il s'agit du conjoint que ce n'est pas dangereux. Il ne faut jamais agir par ses propres moyens. Le jour J, c'est pourtant Kevin qui se charge de réaliser la préparation pour son compagnon. Il y avait un sac en plastique dans les toilettes pour récupérer mon échantillon de sel. Je l'ai passé ensuite au mixeur avec du sérum physiologique et je l'ai mis dans la poche de lavement. C'était très gênant. Mais une fois qu'on surmonte le dégoût, on sait pourquoi on le fait. C'était la seule chose qui pouvait me sauver. Dès la première greffe, Ricky se sent mieux. Je me souviens, je n'ai rien mangé, je suis allé me coucher tôt et dès le lendemain, je me suis senti différent. Je suis entré dans le salon et j'ai dit « Kevin, ça a marché ». Il était là « Mais non ». J'ai dit « Si, ça a marché ».
Je n'avais plus mal au ventre, je n'avais plus de diarrhée. Je me sens tellement heureux. Car je sais que j'ai eu beaucoup de chance. Il n'aura fallu qu'une seule transplantation fécale pour vaincre cette maladie chronique. Après un calvaire qui aura duré 2 ans, Ricky a retrouvé une vie normale grâce à son mari et aux pouvoirs extraordinaires de son microbiote. J'ai pu retourner à l'université pour finir mes études et je travaille à plein temps. J'adore ce que je fais. Et je suis marié à un homme incroyable qui m'a sauvé la vie. Les transplantations fécales, on en pratique aussi un peu partout en France, mais de façon très encadrée. Nous sommes même l'un des pays les plus avancés en la matière. À l'hôpital Saint-Antoine, à Paris, 2 médecins y ont souvent recours. Le professeur Sokol, gastro-entérologue, pionnier de la transplantation fécale en France, qu'il a commencé en 2011. Et peut-être plus étonnant, le professeur Motti, chef du service d'hématologie. Vous allez voir que les applications de ces greffes sont de plus en plus diversifiées, jusqu'à aider des malades du cancer, et qu'elles donnent énormément d'espoir pour nous soigner. On en est où de la transplantation fécale en France, en fait? Et pour quelle maladie? En France, la seule indication dans laquelle on fait de la transplantation fécale dans le cadre du soin quotidien, c'est l'infection multirécidivante par une bactérie qui s'appelle Clostridioides difficile. Et donc ici à l'hôpital Saint-Antoine, on fait ces transplantations vraiment de manière quotidienne. Parce qu'on n'arrive pas à la traiter. C'est une bactérie qui est terrible parce qu'on n'a pas d'autre traitement. On n'a pas de traitement pour s'en débarrasser. Le seul traitement qui est extrêmement efficace, c'est la transplantation fécale. D'accord. Vous fusillez finalement toutes les bactéries qu'il y a dans le tube digestif et puis vous faites une transplantation pour recoloniser notre tube digestif de façon saine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme recherche? Il y a des maladies inflammatoires chroniques intestinales, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, oui. Elles peuvent en profiter? Oui, complètement. On a réalisé à l'hôpital Saint-Antoine le premier essai clinique de transplantation fécale il y a maintenant un peu moins de 10 ans pour évaluer l'effet de ce traitement dans la maladie de Crohn. C'était une toute petite étude, mais qui a montré des signaux positifs, ce qui fait qu'actuellement, on a 2 autres études de beaucoup plus grande ampleur qui visent à évaluer l'efficacité de ce traitement dans la maladie de Crohn et dans la rectocolite hémorragique. J'ai entendu dire qu'il y a 10 ans, voire plus, quand vous parliez de transplantation fécale, vos collègues vous regardaient très très bizarrement et qu'aujourd'hui, il n'y a pas un congrès où on ne vous appelle pas. Oui, c'est exactement ça. Déjà, quand on parlait de la recherche sur le microbiote, alors c'était il y a encore un peu avant, il y a une vingtaine d'années, on n'était pas vraiment pris au sérieux, faut être clair. Et maintenant, je suis sollicité par des collègues de toutes spécialités confondues pour monter des essais cliniques de transplantation fécale, essayer de comprendre le rôle du microbiote dans toutes ces pathologies. Et effectivement, je fais des conférences aussi bien chez des psychiatres que chez des cardiologues pour parler du microbiote. C'est ça qui est fou. Alors, professeur Motti, en matière de transplantation, de greffe, il y a 2 événements qui peuvent se produire dans un organisme. Je vais recevoir un foie. Mon organisme va réagir contre cet organe parce qu'il le considère comme étranger et il va le rejeter. C'est le rejet. Deuxième chose, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va vous greffer un organe et c'est l'organe qui va réagir contre la personne qui reçoit l'organe. C'est ce qu'on appelle la réaction du greffon contre l'hôte, l'hôte étant la personne receveuse. Absolument. Ça, c'est une catastrophe en matière de transplantation. Oui, oui. Et donc, pour éviter ça, vous allez faire une transplantation de microbiote. Alors, c'est un peu plus subtil. Bon, d'abord, premier traitement qu'on va leur donner, le standard historique, la cortisone. On sait que la cortisone, c'est quand même un traitement très immunosuppresseur. Malheureusement, un grand nombre de malades ne répondent pas à la cortisone et c'est là où arrivent nos fameuses transplantations fécales. Et si vous êtes capable de restaurer un microbiote normal, bingo, ça marche. C'est un traitement extraordinaire parce que ce sont des malades à qui on n'a pas d'autres alternatives thérapeutiques. Vous avez des gélules sur vous? Oui, oui. Vous en voulez une? Oui, allez. Absolument. Et ils en prennent combien de gélules comme ça? 6 ou 7 pendant une petite semaine. Alors ça... Sans effet secondaire?
Pour l'instant, on n'observe pas de phénomène particulier. Ça paraît tellement merveilleux ce que vous nous racontez sur le microbiote, ces petites gélules, qu'on se demande si demain on ne va pas avoir ça en pharmacie. Il y a des industriels qui essayent vraiment de développer de la transplantation fécale comme médicament, mais étape encore après, et d'ailleurs qui est en cours de développement aussi, c'est ce que l'on appelle les probiotiques de nouvelle génération. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher dans le microbiote de manière spécifique les bactéries qui ont des effets thérapeutiques et de pouvoir les produire en usine en grande quantité pour pouvoir traiter notamment des maladies chroniques et fréquentes, comme la maladie de Crohn, peut-être un jour le diabète, l'obésité, qui touchent vraiment énormément de gens. On a besoin de traitements qui soient contrôlés et surtout qu'on puisse produire en très grande quantité et très facilement. Les transplantations fécales sont donc en train de venir au secours d'un nombre toujours plus important de malades. Il y a 1 an et demi, Philippe a eu une leucémie aiguë, un cancer du sang très sévère qui nécessite, en plus des chimiothérapies, une greffe de moelle osseuse. Il a bénéficié d'un protocole de recherche basé sur la greffe fécale, ce qui lui a sauvé la vie. Monsieur Philippe, bonjour. Santé, bonjour. Michel, bonjour. je ne vous présente pas. Non. Alors, Philippe, vous avez eu un cancer du sang. Voilà. Bon. Le traitement qu'on a mis en route, c'était quoi ? Déjà, c'était une grosse chimio, vraiment puissante. Comme j'avais un très bon cœur et physiquement, j'étais plutôt costaud, ils m'ont fait un truc assez fort. Ouais. Et ça a bien marché, plus de blast à la fin de la première chimio. Plus de cellules cancéreuses. Ouais. Cette chimio, elle est très agressive pour l'intestin. Et puis, bien évidemment, comme il n'a plus de défense immunitaire, on va lui donner plein d'antibiotiques, ce qui fusille totalement le microbiote. Et c'est là où on lui a proposé un protocole avec des gélules à partir de matière fécale. Et l'intérêt de ça, c'est d'abord de diminuer les effets secondaires de cette chimiothérapie intensive, et puis surtout de bien préparer les malades à la greffe qui va arriver plus tard, parce qu'une des complications qu'on a, c'est la réaction de greffe, où là, il peut y avoir un gros conflit immunitaire entre lui et son donneur. Or, vous voyez, il se porte comme un charme. Le donneur, c'est mon fils qui a 21 ans, et ça s'est hyper bien passé. La moelle. Il vous a donné sa moelle. Voilà. Comment vous avez vécu quand on vous a dit que ça allait être des gélules fabriquées à partir de sel ? Tous les docteurs que j'ai vus avant m'ont dit que c'était vrai. J'avais vraiment de la chance de pouvoir participer à ce protocole, donc j'ai foncé. Est-ce que finalement, ce traitement avec le microbiote vous permet d'augmenter les doses de chimiothérapie, qu'elles sont mieux supportées et donc plus efficaces, et donc plus de chances de guérir du cancer ? C'est exactement ce scénario-là. Indirectement, en palliant à ces effets secondaires, ça nous permet de délivrer ce qu'il faut comme chimiothérapie, d'être efficace contre le cancer du sang, contre la leucémie. Donc, indirectement, il y a obligatoirement une contribution à l'efficacité. Est-ce que ça veut dire que demain, tous les patients qui vont être sous chimio auront leur petite gélule ? C'est un scénario très probable. Honnêtement, je leur souhaite. Difficile de ne pas être impressionné par les perspectives thérapeutiques liées au pouvoir de nos bactéries intestinales. Et impossible de clore cette enquête sans aller à la rencontre du pape du microbiote en France. Joël Doré travaille depuis plus de 30 ans sur le sujet. Il a toujours eu un train d'avance. Bonjour Joël. Alors, comment voit-il l'avenir ? Très heureux. Ravi. Vous aussi, Joël est une sommité mondiale en matière de recherche sur le microbiote. Et alors, je suis très jaloux de Joël parce que tu te souviens que je t'avais dit quel était mon rêve le plus cher ? D'avoir une bactérie à mon nom. Oui. Tu te souviens de ça ? Comme des étoiles dans le ciel. Comme les étoiles, Joël, il a une bactérie à son nom. C'est vrai ou pas, Joël ? Doréa, oui, effectivement. Ouais. Oh, une bactérie intestinale, Aujourd'hui, Joël Doré et ses équipes pilotent un gigantesque projet qui vise à collecter un nombre impressionnant de données sur le microbiote des Français. Le but, mieux nous soigner. Et on peut tous participer à ce projet. Joël, vous avez un énorme projet qui s'appelle French Gut. Le microbiote français, c'est un projet dans le cadre duquel on envisage de recruter 100 000 volontaires en France, une échelle qu'on n'avait jamais atteinte jusque-là. Et l'idée est de vraiment construire la référence au niveau national
du microbiote intestinal. Alors à peu près moitié-moitié personnes en bonne santé et patients dans plein de pathologies diverses et variées en fait. 100 000 personnes qui vont être donatrices, qui vont donner un petit peu de leur sel. Qui sont volontaires pour un don de sel. Et puis un petit questionnaire également qui va nous renseigner sur les habitudes de vie, sur les habitudes alimentaires et sur l'état de santé. Comment ça va nous aider? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette information? Alors ça permettra d'affiner donc à la fois l'identification, le diagnostic ou le pronostic, mais aussi les stratégies qu'on va pouvoir mettre en œuvre en fait pour essayer de corriger une altération éventuelle. Et ce qui vous intéresse, c'est de soigner vos maladies. Lesquelles, par exemple? Par exemple, c'est les maladies inflammatoires de l'intestin, les maladies inflammatoires articulaires. C'est le surpoids, l'obésité, le diabète. C'est les maladies du foie. Et puis, plus récemment, on travaille sur le cancer, sur la thérapie du cancer, les maladies neurologiques, neurodégénératives, comme Parkinson ou Alzheimer. Joël, en vous écoutant, c'est le Larousse médical, c'est toute la médecine qui a l'air en fait, impactée. On est dans un contexte où la prise en compte du fait que l'humain est microbien doit pouvoir aider en fait dans la pratique médicale. Alors justement, la pratique médicale. Moi, je me mets à la place d'un médecin. Aujourd'hui, un médecin généraliste qui va recevoir un patient qui va lui dire « Écoutez docteur, j'en entends tellement parler, faites-moi faire des analyses ». Et le médecin, il fait quoi aujourd'hui? Alors on a, effectivement, on a une difficulté qui est que quelquefois le patient est un petit peu plus en avance et donc il n'y a pas forcément la formation au niveau médical. Et donc, ce qui, moi, me rassure, c'est qu'on sait analyser dans des conditions suffisamment rigoureuses et standardiser le microbiote intestinal pour que ça devienne un outil pour le médecin demain. Et donc, il faudra un petit peu de temps. Demain, c'est quoi? Parce que quand on parle de demain en médecine, ça peut être dans 10, 15 ou 20 ans. C'est dans les 5 ans qui viennent. Joël, il y a encore beaucoup de choses à faire en médecine. Il y a toujours mieux, il y a toujours plus, il y a toujours des progrès à envisager, mais on est déjà à un stade incroyable dans la connaissance de ce microbiote. Ouais, j'ai vu le domaine évoluer pendant presque 40 ans et on va pouvoir aider, contribuer énormément à prévenir les maladies, à guérir des patients. Donc on est sur ce terrain-là où l'espoir peut être légitimement très élevé. Le terme de révolution en médecine est souvent galvaudé, là on peut en parler? Oui. Pour moi, on est dans un contexte de révolution et cette connaissance-là, elle est vraiment en train de nous autoriser de faire un pas énorme. Alors, si j'ai bien compris, l'alimentation est énormément importante. Prendre soin de son microbiote avec l'alimentation, c'est aujourd'hui, en prévention en tout cas, ce qu'il y a de plus efficace. Des lentilles et des pois chiches. Mais ça fait péter. Il me donne le miel de temps en temps? Normalement, oui, mais dans votre cas, non. Ah, non. Non, c'est pas de café, pas d'alcool, pas de miel, pas de plaisir. Je rigole. Et ça a des grosses répercussions sur... c'est des grosses répercussions... Je pense que tu veux la refaire la phrase. Et encore, c'est que des échantillons. Tu vois, Alexis, 12 ans d'études. Faut porter un sac. Tu stresses les gens, tu sais ça, non? Ouais, t'es pas rassurant du tout. On voulait te dire, ça fait 11 ans que tu nous fais chier. Sur la ligne, le magazine d'information internationale présenté par Jamel Mazy et Christophe Quinck. Tout de suite, cap sur Lima et son mur de l'infamie.